Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition d'information. Crise russo-ukrainienne, l'Afrique porteuse d'un message de paix. Umaro Sissoko Embalo a achevé sa visite officielle à Moscou et à Kiev le 26 octobre dernier. À ses deux homologues, le président en exercice de la CEDEAO a conseillé et préconisé le rapprochement des deux pays frères que sont la Russie et l'Ukraine. Toujours en une de ce journal, Tchad, manifestation du 20 octobre, ça se déchire au sein de l'opposition, notamment dans les rangs du parti Les Transformateurs. Le premier vice-président de la formation politique a quitté les rangs, désormais en désaccord avec les idéaux du parti selon lui. Pour Surse Masra, président du parti, Moustapha Masri aurait cédé au poids de nombreuses menaces. Pendant ce temps, le lourd bilan est placé comme interpellateur par l'intéressé. Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous, mais également sur toutes nos plateformes For You Média Africa et notre radio. Vous l'écoutez 96.3 FM. Bienvenue à tous à nouveau. On démarre avec l'actualité en République centrafricaine où des partis et associations politiques s'insurgent contre les déclarations de certains leaders d'opposition et ce à travers la plateforme Beoko. Ces multiples déclarations sont consécutives au départ en retraite de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan. Je vous propose plus de détails dans cet élément signé Nguéné. La plateforme Beoko condamne toute déclaration dénuée de tout fondement et dont l'objectif recherché est d'installer encore par les mêmes personnes soutenues par certaines puissances le désordre en République centrafricaine pour assouvir leur soif du pouvoir. Dans cette déclaration, la plateforme composée de partis et associations politiques condamne par ailleurs l'appel irresponsable du BRDC aux institutions et organismes internationaux de suspendre toute coopération avec la République centrafricaine. Selon son coordonnateur, maître Patrick Thierry Akoloza, la plateforme Beoko réaffirme son soutien indéfectible au président de la République et au gouvernement. Soutien, par ailleurs, comme l'ensemble du peuple centrafricain, l'initiative d'une nouvelle constitution pour la République centrafricaine. Le cinquième point de cette déclaration exhorte le gouvernement détenteur de la violence légitime d'assurer et de préserver la quiétude sur l'ensemble du territoire, en réponse à certains leaders de l'opposition ayant brillé par des déclarations qui frisent à un appel au désordre, des actes de diffamation et d'injures publiques contre le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et désormais, c'est acté, une passation de service a eu lieu à la Cour constitutionnelle. Eh bien, le vice-président Ouaboué Jean-Pierre a été installé, bien sûr, à la présidence de la Cour constitutionnelle par l'inspection générale. Et on reste en Afrique centrale pour parler cette fois-ci des tensions au Tchad. Au sein de l'opposition, ça se déchire, je vous l'annonçais en titre, notamment dans les rangs du parti Les Transformateurs. Le désormais ancien premier vice-président du parti a jeté l'éponge, disant ne plus être en accord avec les idéaux du parti. Il a également déploré un lourd bilan des marches du 20 octobre dernier. Kwetu nous a fait le compte rendu du point de presse qui a été donné par Moustapha Masri. Puisqu'il s'agit de lui, je vous propose de regarder. Moustapha Masri quitte les rangs du parti des Transformateurs. Une figure de proue de la principale formation politique d'opposition tchadienne, jusqu'ici vice-président du parti. L'annonce de sa démission, il l'a faite le mercredi 26 octobre, disant ne plus être en adéquation avec la nouvelle voie prise par son parti. Notre lutte a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Le leadership qui devait guider nos actions a laissé la place à la singularité. Un déchirement au sein du parti des Transformateurs, actuellement la principale formation d'opposition au Tchad, qui était d'ailleurs à l'initiative des marches populaires qui ont fait une 50aine de morts le 20 octobre dernier. Une tournure dramatique qui justifie en partie la désolidarisation de Moustapha Masri à son frère d'armes,
le président du parti des transformateurs, Success Masra. Soit est un choix personnel, autant le choix de partir est personnel, toujours guidé par ses valeurs. Au nom de ces valeurs de paix, d'unité, de la démocratie et de la lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise à laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Tout en déplorant le bilan des marches du 20 octobre, soit environ 50 morts et près de 300 blessés selon les chiffres officiels, et 80 morts pour plus de 1000 blessés selon l'opposition et une partie de la société civile, Moustapha Masri s'est adressé au président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, conseillant la voie du dialogue et du consensus afin de consolider la démocratie et l'unité du pays. Et parlons à présent d'un autre parti politique dans un tout autre pays. Il s'agit de l'Alliance des forces progressistes au Cameroun qui a posé le diagnostic clair de la situation que traverse le pays actuellement et a placé la mutualisation comme solution et élément fondateur pour sauver le Cameroun. C'était au cours d'une conférence de presse donnée le 26 octobre dernier par son président Sambaka. Nguéné a suivi pour nous cette actualité, son compte rendu. Le Cameroun a des gens qui pensent, le Cameroun a des gens qui écrivent. Dysfonctionnement dans la gouvernance, crise sécuritaire et économique, problème à tous les étages de quelque nature qu'il soit, il faut rapidement se faire une raison d'agir et sortir de l'impasse. Pour l'Alliance des forces progressistes, il est impératif de poser un diagnostic sans complaisance. Une étape incontournable qui mettra les Camerounais face à leurs responsabilités. Pire encore, nous avons regardé dans le rétroviseur et constaté que, des années 60 à nos jours, l'administration publique de notre cher et beau pays n'a pas été pensée par nous-mêmes. Notre véritable histoire n'est pas enseignée. Notre système éducatif n'est pas adapté à nos réalités et à nos défis. Notre économie n'est pas réaliste, pas pensée par nous-mêmes, pas maîtrisée pour l'épanouissement de nos sociétés. Et cette urgence passe par une mutualisation des forces vives de la nation. Une obligation historique, bien plus qu'un devoir, une nécessité, un impératif, avec pour absolu la maison Cameroun. Loin de ce manichéisme qui consiste à redistribuer les bons et les mauvais points et à se mettre ensemble pour rechercher les solutions. Cet effort collectif invite et incite à l'humilité, à la tolérance et au partage, valeurs cardinales pour créer une dynamique populaire puissante, capable d'insuffler à notre maison un nouveau souffle. Nous sommes convaincus du génie camerounais et de notre capacité à produire des résultats exceptionnels dans une union sacrée. Afin de mener à bien sa politique de mutualisation, l'Alliance des forces progressistes prévoit un plan d'action à court et moyen terme, comprenant entre autres l'organisation d'une campagne d'adhésion massive à sa formation politique et une communication de proximité auprès des Camerounais. Et toujours au Cameroun, la communauté urbaine de la ville de Douala a tenu sa session de communauté consacrée à l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice 2022, mais aussi c'était l'occasion de présenter les orientations du budget de l'exercice 2023. Les assises étaient conduites par le maire de la ville, Dr Roger Mbassadine, aux côtés du préfet du Vouri, Benjamin Boutou. Noira a suivi pour nous cette actualité, son compte rendu. Porte d'entrée du Cameroun, la ville de Douala entend clairement endosser son nom de capitale économique du pays. Une philosophie qui passe par la volonté des élus municipaux de faire de Douala une cité moderne où il fait bon vivre. Et afin de matérialiser cela, la communauté urbaine de Douala a tenu le mercredi 26 octobre 2022 sa session du conseil de communauté consacrée à l'évaluation au 30 septembre du niveau d'exécution du budget de l'exercice 2022 et à la présentation des orientations du budget de l'exercice 2023. Initialement voté par l'organe délibérant
hauteur de 58,9 milliards de francs CFA, le budget de la ville de Douala pour l'exercice 2022 a été finalement porté à 69,3 milliards, donc presque 11 milliards de plus, après incorporation du résultat positif de plus de 3 milliards de francs CFA dégagé par le compte administratif de l'exercice 2021 et après prise en compte de 2 obligations spéciales de recettes et de dépenses d'un même montant de 7,37 milliards de francs CFA correspondant au montant de l'emprunt négocié auprès de la Banque UBA. Nous voyons dans les tournées que nous avons entreprises auprès des communes d'arrondissement, des cantons traditionnels et des communautés vivant à Douala, du moins le plus indiqué, de recueillir à la base les aspirations de l'ensemble des populations de la cité, éminemment cosmopolite qu'est la ville de Douala. Nous nous emploierons à refléter au maximum dans les actions que nous mènerons dans le cadre des actions du budget de la sécurité, des réponses appropriées aux attentes de la population, telles que nous les avons recueillies jusqu'au terme du premier cycle de ces rencontres, que nous comptons boucler vers mi-novembre. Je rappelle par ailleurs ici que l'exécutif communautaire, tout comme les exécutifs municipaux, les citoyens d'arrondissement, comme nous tous cités, est rendu à mi-parcours du mandat qu'il a reçu des populations. Nous entendons présenter à terme un bilan en ligne avec le programme sur la base duquel les électeurs nous ont accordé leur confiance. C'est notre engagement. Ces lignes d'orientation du budget de l'exercice 2023 permettent d'avoir une hauteur des projets à venir, ce qui a donné une satisfaction au maire de la ville de Douala après l'adhésion massive des grands conseillers. Le Dr Roger Mbassadinet a tenu à souligner l'aspect de modernisation que Douala va emprunter dès 2024, recommandation à lui faite par le préfet du Vouri. S'agissant des orientations budgétaires que nous avons présentées, je me réjouis de l'adhésion, j'allais dire massive, des grands conseillers aux orientations que nous avons présentées. Nous avons l'intention, effectivement, monsieur le préfet, de faire en sorte que dès l'année prochaine, Douala commence à devenir un grand chantier de modernisation. C'est le mandat, c'est la prescription que le secrétaire a donnée. Moderniser Douala. Il y a des grands chantiers qui vont commencer l'année prochaine. Vous avez parlé de routes, vous avez parlé d'éclairage public, vous avez parlé de l'assainissement, vous avez parlé du désordre urbain et tout ça. Nous allons y attaquer. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Nous allons y attaquer. Nous allons également surtout développer le transport public de masse. Un étude est également en cours pour le transport fluvial. Avec l'Agence française de développement, nous faisons cette étude-là. Rendez-vous a été pris au mois de décembre 2022 pour la session consacrée au vote et à l'adoption du budget de l'exercice 2023. La cérémonie a connu dans la participation du préfet du Vouri, Benjamin Boutou, ainsi que l'ensemble des grands conseillers de la communauté urbaine du Douala. Et une tournée russo-ukrainienne s'est achevée. Elle était porteuse de paix et de volonté de rapprocher les deux pays frères que sont la Russie et l'Ukraine. En tout cas, c'est ce qui ressort du propos du président en exercice de la CEDEAO. Il s'agit de Umaru Sissoco Embalo, président également de la Guinée-Bissau, qui a achevé ses escales à Kiev, mais également à Moscou. Je vous propose ce morceau choisi, prévu par Nguéné dans ce reportage. Il était porteur d'un message de paix, le message de toute l'Afrique en général et des 15 pays qui composent la CEDEAO en particulier. Dans sa posture de président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo a tout d'abord été reçu par le président russe Vladimir Poutine, occasion pour le président bissau-guinéen de proposer sa médiation pour la résolution du conflit russo-ukrainien. Je porte aussi le message de tous mes pairs, les 15 pays qui regroupent la CEDEAO, y compris l'Afrique aussi également, pour venir vous voir, qu'on discute la situation aujourd'hui entre
cette guerre de deux frères, la Russie et l'Ukraine aussi, pas juste la question du blé et de l'engrais, mais le monde qui est bloqué. Profitant du fait que la Russie soit devenue l'un des partenaires stratégiques de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo a également appelé à discuter des questions de sécurité dans la sous-région. Après Moscou, c'est au tour de Kiev d'offrir son hospitalité au président de la CEDEAO. Dans la matinée de ce 26 octobre 2022, le président bissau-guinéen s'est entretenu avec son homologue Volodymyr Zelensky, insistant sur le fait qu'il ne souhaite pas choisir entre la Russie et l'Ukraine, deux pays amis et frères, mais surtout tous deux partenaires. Mais en tant que pays frère, en tant qu'amis, les seules choses que nous on peut faire aujourd'hui, c'est pour faciliter ce dialogue. Et concernant votre souhait, j'ai pris les bonnes notes. Je vais transmettre pendant le sommet de la CEDEAO du mois de décembre. Sur le président, moi je pense que on peut faire beaucoup de choses effectivement avec l'Ukraine. Et on va demander aussi le président Poutine de libérer, comme vous l'avez dit, les 190 bateaux qui sont sous leur inspection. Premier déplacement à Moscou et premier chef d'État africain à se rendre à Kiev depuis le début du conflit russo-ukrainien, Umaro Sissoko Embalo a donc une fois de plus porté la voix de l'Afrique, une Afrique, bien qu'ayant jusqu'ici affiché sa neutralité, véhicule un message de paix. Merci Nguéné. Et à présent, l'Afrique du Sud a décidé de valider l'arrivée d'un méga-yacht russe sur ses eaux territoriales. Le pays a déclaré n'avoir aucune obligation légale de respecter les sanctions imposées par l'Amérique et l'Union européenne. Des décisions gouvernementales qui ont soulevé l'opposition au sein, bien sûr, des partis politiques qui sont face à ceux du gouvernement. Je vous propose un reportage signé Komabidi. Sur le conflit qui lie la Russie et l'Ukraine, l'Afrique du Sud se dit ne pas s'en mêler. Une position neutre que prend Pretoria depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un non-alignement qui place le pays sur la légalité de respecter ou non les sanctions imposées par les États-Unis. En date du 27 octobre dernier, le porte-parole du gouvernement, Vincent Magwenya, avait déclaré lors d'un point de presse que l'Afrique du Sud n'avait aucune raison d'empêcher un yacht appartenant aux oligarques russes d'accoster dans ses eaux territoriales. Quant à l'opposition sud-africaine, le gouvernement s'exposerait à des lourdes sanctions s'ils autorisaient le yacht d'accoster. S'il arrivait au gouvernement de prendre parti dans ce conflit, ce serait une décision qui pourrait coûter cher au pays. Pour l'heure, l'Afrique du Sud a le devoir moral de faire tout ce qui est à son pouvoir pour garder l'équilibre et de ne pas avoir un parti prenant dans cette lutte stratégique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Et parlons à présent de coopération militaire. De nouveaux accords ont été signés entre le Premier ministre libyen Abdelhamid Beiba et le ministre turc de Défense Hulusi Akar à Istanbul. C'était en marge du salon turc de défense. Mais quel est le fond de cet accord militaire? Nguéné nous en donne les détails dans cet élément. Présent en Turquie pour assister à un salon de la défense, le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Beiba, en a profité pour paraffer aux côtés du ministre turc de la Défense deux nouveaux accords militaires. Ces nouveaux accords, qui interviennent 3 semaines après la signature d'un autre accord de prospection d'hydrocarbures turcs dans les eaux libyennes, visent à moderniser l'aviation civile libyenne. Selon le communiqué du gouvernement Beiba, le premier accord porte sur l'amélioration des capacités de l'aviation militaire de Libye grâce à l'expertise turque. Des experts turcs vont entretenir et préparer les avions de chasse de Tripoli et continuer à octroyer des formations et de l'entraînement à l'armée libyenne du camp de l'Ouest. Ils devraient notamment former des aviateurs libyens sur différents types d'avions. Il est aussi question de fournir du matériel et des appareils militaires modernes. Quant au second,
Il comprend plusieurs conventions de mise en œuvre relatives à l'accord sécuritaire signé en 2019 par les autorités turques et l'ancien gouvernement libyen, simultanément à l'accord de délimitation maritime qui avait provoqué le mécontentement de l'Union européenne. Et voilà qui met fin à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous avez été nombreux à nous suivre sur nos plateformes For You Media Africa. Restez en compagnie de nos programmes. L'information se poursuit. Au revoir Kinshasa.